Bien, bonjour, on continue notre série de vidéos avec Vincent Tribou qui nous accueille toujours dans son cabinet parisien. On a fait une première vidéo où on a fait de la psychoéducation du TOC, on a expliqué ce que c'est et on a développé un peu le modèle neurocomportemental que tu as expliqué plus longuement dans le livre qu'on rappelle, hein. Comprendre et traiter les TOC avec Anne-Hélène Claire notamment. Et là on va parler de la TCC, du traitement et question très basique. En quoi consiste la TCC? Alors, thérapie comportementale et cognitive est construite sur un premier pôle des années 50-60, thérapie comportementale. Ça venait majoritairement des phobies. Tu as peur des chiens, tu vas te rapprocher progressivement des chiens. Tu peux commencer par des photos de chiens, des vidéos de chiens, un bébé chien dans une cage, et on va se rapprocher progressivement. Ça, c'est là qu'on appelle le premier mouvement de thérapie, la première vague de thérapie comportementale. Dans les années 70-80, on va rajouter le pôle cognitif. C'est-à-dire on va analyser les pensées, la pertinence de la pensée, pour que tu te rendes compte que ton scénario ne tient pas la route. Et s'il ne tient pas la route, bah, du coup, tu devrais pouvoir t'exposer. Et on a mélangé les deux, parce que finalement, c'est super intéressant de mélanger les deux. Puis après, on a rajouté la thérapie ACT, donc on parlera un petit peu, qui est la troisième vague, hyper intéressante, qu'on mélange dans tous les protocoles de troubles anxieux. Mais la TCC, en gros, on va demander au patient de se confronter à ce qui l'angoisse, de manière progressive, du plus simple au plus dur, de manière répétée, jusqu'à ce qu'il arrive à se rendre compte que son angoisse diminue par effet d'habituation. C'est que le neurone est bombardé de chocs électriques et chimiques, et à la fin, bah, il s'éteint. En gros, l'idée, c'est que l'évitement maintient la maladie. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît la statistique de l'efficacité de la TCC sur les patients qui souffrent de TOC? Alors ça dépend des protocoles, ça dépend des pays, ça dépend comment ça a été fait, parce que ça a quand même commencé dans les années, fin des années 60, début des années 70, les études. Donc t'imagines, on n'avait même pas les mêmes définitions. On mélangeait des patients qui n'étaient pas bons diagnostics, des patients qui étaient peut-être déprimés, mais en gros, on part du principe que si c'est bien fait, on est au moins à 80% d'efficacité. Sur les protocoles bien faits, s'il n'y a pas trop de comorbidité et qu'il y a un bon traitement médicamenteux. Efficacité veut dire amélioration même légère ou rétablissement total ou... Plus de 50% de diminution. Ouais, donc c'est quand même... C'est pas mal. Clairement, aujourd'hui, c'est le traitement de première intention et de référence contre le TOC. Ouais. Et puisqu'on est dans les généralités, on peut dire que la TCC ne sert pas qu'au TOC aussi. Je sais pas si tu La le sais. TCC, elle vient à l'origine de tous les troubles anxieux. On a vraiment commencé avec Wolpe dans les années 50, je crois que c'est 58 le bouquin de Wolpe, Exposition en imagination. Je suis angoissé d'être mordu par un chien. Ok, fermez les yeux. Vous allez imaginer que vous êtes mordu par un chien. Et vous restez sur cette image et vous respirez très lentement. Tu maintiens l'image jusqu'à ce que l'angoisse redescende. Séance d'après, est-ce que vous avez un scénario plus dur? Oui, ben machin, etc. Ok, et on attaquait, ça c'était Wolpe, qui était le premier, désensibilisation systématique. On a commencé à tester ça dans les TOC, 63 protocoles. Ça marchait pas. On voyait bien que fermer les yeux, visualiser un truc, ça marchait strictement pas dans les TOC. Mais on a fait qu'évoluer, puis on s'est rendu compte que la TCC, c'est pour les phobies, le trouble panique, la dépression, les troubles bipolaires, les addictions. En fait, quasiment toutes les pathologies du DSM répondent bien à la TCC. Même si maintenant on l'a un peu boosté avec la thérapie ACT, la mindfulness, le MDR et compagnie. Ah, bien sûr. Bon, là, on va plutôt s'attacher à la TCC du TOC, parce que c'est notre sujet. Est-ce que tu peux faire une évolution dont tu l'as fait de manière synthétique? Est-ce que on peut retracer le fil de la TCC jusqu'à finalement aujourd'hui? Alors, la TCC des TOC. Donc, comme je te le disais, il y a Wolpe qui a commencé à faire des premières choses intéressantes, sauf que dans son bouquin de Wolpe, 1958, il n'y a aucun cas de TOC. Déjà, lui, il devait sentir qu'il n'était pas très chaud pour ça, donc il n'y a aucun cas de TOC. Le premier vrai protocole sur les TOC, c'est Meyer, 1966. Où qu'est-ce qu'il propose? Il propose une contamination radicale. Les gens sont à l'hôpital, ils n'ont pas accès à la douche, pas accès au robinet, ils ont l'interdiction de se laver les mains, ils sont obligés de vivre dans leur saleté pendant des jours et des jours et des jours. Premier protocole, 1966. C'est un peu violent pour des gens qui ont des TOC de contamination. Ouais, ça marche. Bon. Ça marche. Personne n'est mort. Et suite à ça, il commence à y avoir dans les années 70-71 une équipe de Marx, Rachman, Hobson, qui sont les tout premiers à travailler sur les protocoles de TOC. Et tu as une ribambelle d'articles qui sont publiés entre 70 et 80. Avec ces gens-là, Marx est encore vivant. Et où ils font des protocoles sur contamination, vérification, tout ça. Des protocoles différents. Protocoles différents parce qu'en fait, très vite, ils se rendent compte que les gens qui ont des TOC de contamination nécessitent de l'exposition et que la prévention de la réponse, c'est pas super pertinent pour eux. Et que les gens qui ont des TOC de vérification, l'exposition, faire exprès de laisser le robinet ouvert, faire exprès de laisser la plaque électrique un petit peu allumée, ça ne marche pas.
Il faut plutôt de la prévention de la réponse. Très tôt, on a compris qu'on avait des sous-types qui nécessitaient des thérapies différentes. Ils ont progressé. Il y a FOA qui arrive en 78, Stiketty qui arrive aussi, et ça devient anglais, américain, oui, tout ça. Tous ces pays anglophones commencent à démultiplier les articles, et on parle donc d'exposition avec prévention de la réponse. À force de faire des articles, les auteurs ont arrêté de dire qu'il y avait des sous-types, parce que c'était une évidence pour eux. Ils ont donc parlé d'exposition et de prévention de la réponse tout court. Ce truc est arrivé en France, et on a commencé à parler d'exposition et de prévention de la réponse. Ce qui pose un peu problème parce qu'on a oublié qu'il y avait des sous-types. On fait de l'exposition et de la prévention de la réponse avec tous les patients, quel que soit le type de TOC, en ayant oublié que dans les années 70, on avait déjà fait une séparation. FOA était l'une des premières à reprendre ce concept développé par Marx de contamination totale. Tu touches un objet qui est sale, tu dois contaminer cheveux, visage, vêtements. Pour une simple raison, c'est que s'il n'y a que tes mains qui sont contaminées, tes mains deviennent dangereuses pour ton corps. Là, tu peux ne pas te laver les mains pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, l'angoisse ne redescendra pas, puisque tu mets un évitement. Donc tu continues à stimuler ton cerveau. Ça, on l'avait repéré depuis les années 70. Donc là, il faut clairement contaminer le corps. Et là, l'angoisse descend immédiatement. 1970, hyper important. Il y a eu un moment des auteurs qui ont dit « Ah, ce serait intéressant quand même pour les patients qui n'arrivent pas à faire de l'exposition, qu'on fasse des méthodes cognitives. » On a vu Aaron Beck, tout ça, c'est intéressant pour la dépression, les phobies. On doit créer un modèle cognitif du TOC. À l'origine, ce n'était pas pour booster la thérapie d'exposition. C'est pas on a des patients qui ont bien avancé, mais il faut qu'on trouve des nouvelles techniques. Ce sont des patients qui refusent purement et simplement de faire la thérapie d'exposition. On va leur créer un autre modèle, thérapie cognitive. Le problème, c'est qu'on fait que de l'analyse des scénarios. C'est que le patient dit « Ah oui, mais quelle est la probabilité que quelqu'un qui est séropositif déjà saigne ? Puis quelle est la probabilité qu'il ait touché la poignée de porte ? Et quelle est la probabilité que vous ayez une micro-coupure? Et quelle est la probabilité que vous ne l'ayez pas vue? Et machin. Et tu ne fais que des camemberts de probabilité pour arriver à un score qui est de 0,0000. Et depuis le début, ça a été relativement clair, c'était une technique qui ne marchait pas trop. Parce que là, on fait que du cognitif, du coup, on fait plus d'exposition. Alors, tu vas voir que c'est un peu roublard. Ça marche pas trop. Petit 1, parce que le thérapeute passe un temps phénoménal à analyser les scénarios du patient. Le patient est plus fort que le thérapeute, c'est qu'il arrive toujours grâce au doute. Oui, mais vous ne pensez pas que dans l'absolu, puis c'est sûr que quand on te sort l'absolu, on arrive à un truc stratosphérique, donc très vite les thérapeutes étaient bloqués, ça bouffait un temps phénoménal. Et puis petit 3, les patients le réutilisaient comme réassurance. C'est qu'après, ils se répétaient de manière illimitée dans la tête tout ce que tu as dit en séance pour se rassurer sur le fait qu'ils ne vont pas attraper le VIH. Conclusion, c'est un nouveau rituel. Et ça, très vite, on l'a noté, que la thérapie cognitive ne marchait pas. Le seul élément qui marche, de l'aveu même des auteurs, c'est qu'à un moment, tu fais ce qu'on appelle une expérience comportementale. C'est que pendant 5 à 10 minutes, tu vas faire un test d'exposition pour montrer que la pensée intrusive ne tient pas la route. Et donc, du coup, c'est un peu étonnant dans les protocoles. On a dit la thérapie cognitive, elle ne marche pas, mais en même temps, elle a des très bons résultats. On est incapable aujourd'hui de dire pourquoi la thérapie cognitive ne marche pas, mais a des très bons résultats. Ce qui est un peu antithétique, tu vois. Elle ne marche pas parce que les patients l'utilisent contre toi. Ils l'utilisent comme rituel et c'est un gouffre, ça bouffe un temps phénoménal en thérapie. C'est l'expérience comportementale, selon moi, qui marche. C'est que cette mini-exposition de 5 à 10 minutes provoque un réencodage des neurones. C'est ce substrat, un vieux reliquat de la thérapie comportementale, mis dans la thérapie cognitive qui fait que ça fonctionne. Et après, on a mélangé les deux protocoles, donc on comprend plus ce qui fonctionne. On avait de très bons résultats dans les années 70-80, uniquement avec du comportemental. On a rajouté la thérapie cognitive. Est-ce qu'on a vraiment dopé la TCC? Moi, je ne trouve pas. Et c'est parce qu'on s'est tous pris, nous, les thérapeutes qui avons un peu plus de 40 ans, on s'est tous pris les pieds dans le tapis depuis 15-20 ans, que moi, notamment, je me suis dit, ce serait très bien qu'on vire la thérapie cognitive et qu'on se dise, est-ce qu'on peut parler plutôt du cerveau? Un patient qui est bipolaire, on lui apprend à repérer les phases maniaques, on lui apprend à repérer les symptômes. Tous les jours, il regarde, est-ce que je suis un peu excité, est-ce que j'ai des achats compulsifs, est-ce que je suis insomniaque, est-ce que je suis plus logorique et tout. Pour très vite appeler son psychiatre en disant, je crois que je suis en début de phase maniaque. Par contre, quelqu'un qui a des TOC, on va parler de ces scénarios, alors qu'il y a un problème de dysfonctionnement des neurones. En gros, tu es en train de discuter avec un schizophrène de la couleur de l'éléphant qui est en train de se promener dans le salon. Ça n'a aucun sens. Tu rentres dans le délire. Moi, je me dis, il vaut mieux revenir constamment à la biologie. Et il y avait déjà des premiers éléments de ça dans les années 90. Schwartz, qui était l'un des premiers à utiliser ce qu'on appelle le réattribute, constamment te rappeler que tu as un diagnostic de TOC, qui est très proche de la nomination, de laisser couler les pensées dans la pleine conscience. Il y a eu des éléments comme ça dans les années 90 qui étaient intéressants. FOA, il y avait des petits éléments. Elle disait quand même, rappelez-vous quand même que c'est un TOC. On a ces éléments-là. FOA, aujourd'hui, qui doit être à la retraite, elle a sorti un bouquin en 2010. Elle n'a pas changé une ligne de ce qu'elle disait dans les années 80. Elle ne fait pas de thérapie cognitive.
Et Stiketty, on en parlait toi et moi tout à l'heure, Stiketty qui a commencé à faire du comportemental, qui après a fait du tout cognitif, a sorti un bouquin en 2012, un gros pavé comme ça, avec plein d'invités, où il défonce la thérapie cognitive. La majorité des postulats de la thérapie cognitive sont non prouvables ou faux. Et que propose l'auteur? Revenez aux neurosciences. Il se passe des choses en neurologie que vous ne pouvez pas oublier et qui seraient peut-être une arme de guerre. Et là, on s'est dit avec ma collègue, mais attends, il faut qu'on parle des neurones. Parlons de la neurologie. On garde la thérapie comportementale, mais pas exposition, prévention de la réponse de manière générale. Surtout, On reprend les sous-types des années 70, vous avez compris que tel TOC nécessite tel protocole et qu'on ne peut pas copier-coller à l'infini. On vire le cognitif, on met de la psychoéducation et toutes les questions du patient doivent toujours revenir sur rappelez-vous, vous avez un cerveau qui fonctionne comme ça. Rappelez-vous que votre doute sur le VIH n'a pas l'air de vous déranger sur l'hépatite, que vous avez peur de poignarder vos enfants, mais bizarrement pas de leur crever les yeux. Excusez-moi, si vous pétez un câble, vous ne pouvez pas choisir à l'avance comment vous allez tuer vos enfants. Vous avez peur de leur crever les yeux? Non. Pourquoi? Excusez-moi, ça peut arriver? Bah non, j'y pense pas. Il y a une incohérence totale. Le but, c'est d'arriver à le mettre à l'intérieur. Donc, le bouquin qu'on a fait, c'était vraiment une tentative de reprendre tous ces modèles-là, qui étaient validés, qui étaient beaucoup plus détaillés, et qui se sont perdus au fil des années, parce que les auteurs, je pense, n'ont pas relu, on n'a pas le temps en fait. Il faut vraiment avoir que ça à foutre, franchement, de relire des articles des années 60-70. J'avais le Covid, j'avais que ça à faire. Mais quand tu reprends tous ces articles, tu te dis, mais je comprends. FOA était l'une des premières à dire, faites gaffe, si vous ne respectez pas le protocole, ça ne marche pas. Il faut faire une contamination intégrale. Il faut faire comme ceci, il faut comme cela. Il y a un autre point qui est très important sur la prévention de la réponse, c'est qu'on n'est pas censé ritualiser du tout. Interdit de ritualiser. Ça entraîne dans les études que 25% des patients ne commenceront jamais la thérapie et que 25% des patients arrêteront à la moitié de la thérapie. 50% d'échecs. Donc entre une thérapie comportementale qui est trop dure et une thérapie cognitive qui est utilisée par le patient contre le thérapeute, on se demande comment la TCC fonctionne. Il y a des auteurs qui ont été les premiers à dire « laissons aux patients le droit de ritualiser ». Petit 1, parce qu'il garde le contrôle de la situation et que ça n'empêchera pas que le neurone va quand même s'habituer. Et petit 2, parce que dans les protocoles où on fait une prévention de la réponse stricte versus autorisation de ritualiser, les deux groupes de patients arriveront de toute façon à la guérison. Donc avoir le droit de ritualiser n'empêche pas un patient de guérir. Par contre, il est beaucoup plus chaud pour faire de l'exposition. Et c'est tout ça, tout cet historique depuis les années 60, qui nous permet aujourd'hui de moduler la TCC, de sortir des modèles d'il y a une vingtaine d'années qui étaient hyper intéressants, mais finalement un peu trop synthétiques pour nous aider, et d'arriver à un truc un peu plus moderne, mais finalement ultra ancien, parce qu'on est revenu au basique. On va venir à ça, mais avant, je voudrais que tu parles un petit peu de ce que tu as mentionné juste avant, c'est la troisième vague et les outils de l'acte. Je pense que c'est important aussi dans l'évolution de la TCC. Carrément, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche tout seul? Est-ce que c'est des outils en plus au service de cette modernisation de la TCC? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, j'adore la thérapie acte. Je trouve que la thérapie acte, c'est juste... Je me demande comment on faisait pour fonctionner avant la thérapie acte. C'est 85 la thérapie acte aux États-Unis, ça arrivait très tard chez nous. Le premier bouquin de Monestes et Villard, je crois que c'est 2011 ou 2012. Tu vois, on a vraiment du retard. La thérapie acte est extraordinaire pour pas mal de problèmes existentiels, pour les troubles paniques, pour le fait de se défocaliser de l'anxiété, le fait de ne pas écouter ses obsessions, de ne pas les chasser. Tout ça, c'est hyper intéressant. Sauf que c'est un peu un bide intégral selon certains sous-types de TOC. La thérapie acte pour la contamination, très honnêtement, tant que tu n'auras pas fait de la contamination volontaire, la thérapie acte, ça ne marche pas. Sur de l'annulation de pensée, si c'est juste pour bloquer une pensée, c'est sûr que si tu la laisses vivre, comme dans la thérapie acte ou la pleine conscience, c'est hyper intelligent. C'est ce que demandait FOA dans les années 90. Par contre, si derrière il y a une répétition d'action, ton neurone, il a encodé un truc. Laisser couler n'est pas un réencodage. Là, ça ne marchera pas. Les protocoles de thérapie acte, pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Il faut voir qu'aux États-Unis, ça s'est engouffré. C'est que tout le monde veut faire de la thérapie acte. On a pris des protocoles et les a dupliqués à l'infini. Personne n'a dit que ça fonctionnait. Les thérapies acte aujourd'hui est majoritairement des modules de thérapie acte. On t'apprend le modèle acte pendant 4-5 séances avant de faire une TCC de base. On n'a toujours pas réussi à remplacer l'exposition et la prévention de la réponse. Il n'y a pas de protocole autre. Les protocoles de pleine conscience, qui sont un outil de la thérapie acte mais qui peuvent être faits à part, pareil, on te demande de pratiquer la pleine conscience avant de faire une thérapie d'exposition et de prévention de la réponse. Pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à faire 100. Et quand tu lis les protocoles, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien sur le cerveau, il n'y a rien sur le doute. C'est souvent beaucoup plus de la prévention de la réponse que de l'exposition. Donc en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme si la thérapie acte et la pleine conscience venaient calmer l'angoisse parce que le thérapeute ne fait pas des protocoles selon les sous-types. Si le protocole était mieux fait, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser les protocoles acte et mindfulness. On ne fait que compenser les manques
d'une prévention de la réponse qui est beaucoup trop violente. D'accord. Mais ça va faire que fructifier. Dans la phobie sociale, la thérapie ACT, c'est hyper intelligent. Dans le trouble panique, c'est ultra intelligent. C'est même, pour je trouve, beaucoup plus pertinent que la TCC. À suivre. Ah bah suivre, carrément, bien sûr. Un mot peut-être, Vincent, sur d'autres thérapies dont on parle. Je pense à voilà, le MDR, éventuellement l'hypnose, on a parlé de la pleine conscience, la théorie des inférences. Donc là, je te jette ça en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le MDR, c'est intéressant. J'adore la thérapie EMDR. Mais il y a un truc avec le MDR, c'est qu'il y a certains thérapeutes qui le font à toutes les sauces. C'est qu'on ne sait pas si c'est pertinent. Ils font de l'EMDR, ils font de l'EMDR. Le MDR n'a pas montré aujourd'hui son efficacité sur les TOC. Il y a quelques protocoles avec parfois 1 patient, 2 patients, 4 patients, 8 patients. Et quand tu lis l'article dans le détail, vraiment tu creuses à l'intérieur de l'article, en fait soit ce sont des patients qui ont résisté à une TCC, donc c'est à se demander si c'est vraiment un diagnostic de TOC, ou ce sont des thérapeutes qui n'ont pas fait de l'EMDR. Ils ont fait de la TCC mélangée à de l'EMDR, ou ils ont fait ce qu'on appelle de l'EMD, c'est-à-dire un protocole EMDR uniquement de désensibilisation. Ils ne sont pas allés dans les souvenirs traumatiques avec 24 mouvements. Conclusion, c'est pas de l'EMDR. Si tu fais de la désensibilisation, tu es sur des techniques TCC. Quand tu lis les articles, on n'est pas sûr que ce soit des TOC, on ne sait pas si c'est de l'exposition ou pas, il n'y a pas de recherche du trauma, et ce sont des études avec trop peu de patients pour qu'on puisse dire que ça tient la route. Donc moi je pense très honnêtement que l'EMDR n'a pas aujourd'hui d'efficacité dans les TOC. Peut-être qu'ils ont pris des patients qui avaient des obsessions, qui en fait étaient des flashbacks traumatiques, ou des patients qui ruminaient, non pas parce que ce sont des obsessionnels, mais parce qu'il y a des traumas d'enfance qui provoquent qu'ils sont allumés devant certains déclencheurs, et ça c'est une super cible de MDR, mais ça ne rentre pas dans les diagnostics de TOC. Maintenant concernant l'hypnose, j'ai rien à te dire sur l'hypnose parce que j'y connais rien, mais rien de rien de rien. Mais il y a Monsieur Bail qui a écrit un bouquin sur l'hypnose, donc pourquoi pas rentrer en contact avec lui. Et la théorie des inférences, c'est super intéressant, ça a été développé il y a plus de 20 ans par O'Connor et Aderma. Et la théorie des inférences, si on prend les bouquins, c'est un gros pavé de 300 pages. Le premier point, c'est qu'ils n'aiment pas trop la thérapie TCC. Ils estiment que l'exposition n'est pas pertinente, voire contre-productive. Alors qu'est-ce que c'est en 2 mots la théorie des inférences? Alors, je vais y venir, Le postulat déjà, c'est qu'ils n'aiment pas la thérapie d'exposition, ils trouvent ça trop violent et pas malin. Donc ils virent la thérapie d'exposition. La thérapie cognitive, ils trouvent en effet que c'est labyrinthe et que ça se termine en réassurance. Ils font toute une démonstration aux patients pour leur montrer que là, tout de suite, ils ne sont pas dans le factuel et le concret, mais qu'ils sont partis dans l'imaginaire. Et qui ne fait que dire aux patients, mais là, excusez-moi, vous êtes partis dans l'imaginaire. Et toute la thérapie est construite là-dessus. Ils ont des protocoles qui montrent que ça marche. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si tu n'expliques pas le fonctionnement du cerveau, il n'y a pas de psychoéducation, et tu n'expliques pas que le doute est un symptôme du cerveau, tu perds énormément de temps. Parce que ton patient va dire, ok, je suis parti dans l'imaginaire, mais excusez-moi, d'un point de vue mathématique et logique, j'ai entièrement raison. Le fait que ça soit imaginaire ne veut pas dire que ce soit faux. Donc cette coupure, cette frontière entre réel et imaginaire, elle est intéressante, mais je pense qu'avec des cas un peu compliqués, la thérapie des inférences, elle va éclater en morceaux. Et c'est pour ça que nous, à l'époque, il y a 2013, 2012, ça fera bientôt 13-14 ans, quand on a abandonné les outils TCC classiques pour créer le modèle neurocomportemental, c'est parce qu'on se cassait les dents sur ces patients-là, qui résonnent dans l'absolu, qu'à la fin on s'est dit, il faut rattacher ça à la biologie du cerveau. Donc le jour où la thérapie des inférences récupérera la partie neurologique pour la foutre dans le protocole, je pense que ça sera génial. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas mis dedans, et j'ai peur que des patients qui accrochent un peu à leurs doutes, et qui disent, désolé, l'imaginaire reste plausible dans l'absolu, ça va leur filer entre les pattes. Donc intéressant, mais pour moi pas abouti. Ouais, pas abouti. Est-ce qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé? On a parlé de l'acte tout à l'heure. La pleine conscience en tant que telle, donc la pleine conscience et acte, c'est assez proche, parce que la pleine conscience est l'un des outils de la thérapie acte. La pleine conscience aujourd'hui n'a pas montré son utilité. Il y a un protocole qui a été fait par Antoine Pellissolo, Stéphanie Pellissolo et d'autres sur la pleine conscience dans les TOC, soit ça marche pas, soit il s'aggrave. Pour une simple raison, c'est que pendant que tu laisses couler les intrusions, ce qui est vachement bien, ce qui est super par exemple pour les annulations de pensée, où tu bloques l'image. Par contre, dans un TOC de contamination, excuse-moi, tant que tu n'auras pas contaminé autour de toi, t'as beau respirer, ça ne réencode pas le neurone. Donc c'est super contre les techniques de blocage des intrusions, mais ça ne peut pas foutre en l'air un rituel. Tu sais, c'est comme quand tu fais du piano et que tu as appris à poser tes doigts comme ça. Tant que tu n'apprends pas à poser tes doigts différemment, tu ne peux pas faire une version 2.0 dans ton neurone. La pleine conscience n'est pas un réencodage. C'est super pour le pilotage automatique, c'est super pour les intrusions, mais tu ne peux pas réencoder un rituel avec la pleine conscience. Donc conclusion, technique intéressante pour plein de choses, mais surcoté pour les TOC. Pour le TOC. Ouais, clairement. Alors maintenant qu'on a parlé de la TCC dans ses généralités, on va passer aux sous-catégories de TOC et on va commencer peut-être par les TOC de contamination qui sont parmi les plus répandus.
comment marche la TCC du TOC de contamination? Alors, la TCC du TOC de contamination est construite majoritairement sur l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est déjà de faire sauter tous les évitements. La personne en a tellement marre de laver ses mains, laver les objets, boîtes de céréales, les bouquins, les clés, téléphones portables, et laver ses vêtements, qu'à la fin, elle évite. Et le cerveau va être ultra stimulé majoritairement par les évitements. Donc le but de la thérapie, c'est pas de réduire les lavages de mains, ce qui n'a pas de sens, parce que tu te retrouves cul nu, sans bouée canard, c'est de diminuer les évitements. Quand tu diminues les évitements, ton cerveau fait une habituation. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, le cerveau encode différemment, et la maladie va s'effondrer naturellement sans avoir besoin de toucher au lavage de mains. Ça, c'est majoritairement ce qu'on faisait depuis les années 70. Quand on a arrêté l'exposition pour faire une fixette sur la prévention de la réponse, on a travaillé sur le mauvais pilier. On a diminué les lavages de mains avec des patients dont le cerveau était surstimulé par les évitements. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qu'on va faire, c'est faire de la contamination totale. On touche un truc qui est sale, cheveux, visage, vêtements. Si le corps est intégralement contaminé, ça n'est plus récupérable. Par contre, si tu touches juste les mains deviennent dangereuses pour le corps, et pendant des heures et des heures, tu vas être comme ça. Tu mets un évitement dans ton exercice, tu ne peux pas guérir. C'est-à-dire qu'en fait, tu évites de contaminer le reste, Mais oui, et ça tu marche vas pas. finir par aller te laver la Ça main. marche pas, bien sûr. Cette notion de contamination totale, c'est quand même assez angoissant pour les patients, parce qu'ils se disent, mais attends, déjà, C'est ultra quand violent. je vois une Ouais. poubelle à 10 mètres de moi, je suis angoissé. Quand je l'effleure, je suis encore plus angoissé. Quand quelqu'un me touche un SDF dans le métro, je suis aux confins de l'angoisse. Mais alors en mettre dans les cheveux, ça va être terrible. Oui, ça c'est angoissant, parce que le reste du corps n'est pas contaminé. Donc l'angoisse, elle est proportionnelle au fait que cette main est dangereuse, que cette poubelle est dangereuse. Tant que tu veux protéger ton corps, ton cerveau balance de l'angoisse. Si le corps est flingué, le cerveau il arrête. Et c'est ça l'intelligence des protocoles des années 70, c'est qu'ils avaient compris ça. Mais pour autant, enfin, le moment où le patient il se touche tout, là, c'est catastrophe. Là, Mais non, là, en fait, là. c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu dis à un patient, on va le faire, il monte à 10 sur 10 d'angoisse à l'idée qu'il va être mal, et une fois qu'il est intégralement contaminé, le neurone, le préfrontal, s'éteint, et l'angoisse, bim, elle s'effondre en 1 minute, pas en 2 heures, elle s'effondre en 1 minute, et les patients disent, c'est bizarre, je me sens pas sale, je me sens neutre. On voit vraiment le cerveau, il a été bloqué. Ce qui fait que dans les années 70, ils avaient déjà fait des protocoles où ils proposaient soit thérapie progressive, on commence par des choses moyennement contaminées, modérées, et on va aller de semaine en semaine jusqu'au truc le plus sale, versus un groupe où on attaquait directement le truc le plus sale. Dans les deux groupes, les patients décrivaient la même angoisse. Donc tu te dis, oh ça c'est moins angoissant, ça va être mieux, c'est tout aussi laborieux qu'attaquer directement un truc terrible. Et ce qui est intéressant, c'est que Marx, qui est quand même là depuis 1970, Marx il faisait un truc, au premier rendez-vous, il demandait aux patients de toucher sous sa semelle et de faire ça. Et c'était un très bon indicateur de ce que le patient va terminer sa thérapie ou pas. Le mec, tu l'as jamais vu de ta vie, il ne te connaît pas. Il n'a pas forcément confiance dans son thérapeute, il ne le connaît pas. Oui. Si le patient touche sa semelle, ça montre qu'il en a marre de sa maladie, qu'il veut vraiment se débarrasser par tous les moyens, et après tout, dans le pire des cas, tu fais une attaque de panique. Tu ne vas pas rester malade pendant 20 ans à cause d'une attaque de panique. C'était le meilleur élément pour savoir si un patient terminera la thérapie ou pas. Moi, je le fais beaucoup avec des patients. Je leur dis, vous savez, si vous ne le faites pas, je donne pas cher de votre peau. Je pense que dans 20 ans, vous serez encore là. Donc pour moi, vous n'avez pas mis toutes vos cartes sur la table. Après, s'ils ne veulent pas faire la semelle, qu'ils me fassent un truc plus facile. Mais il faut qu'ils expérimentent dans leur tripes. Il faut qu'ils sentent dans leur tripes que ce qu'on leur dit est vrai. Et c'est toujours ça. L'angoisse par anticipation, elle est démesurée par rapport à la réalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce CDD? Soit un truc ultra violent, comme la chasse d'eau, la poubelle ou la semelle, si le patient est chaud. S'il n'est pas chaud, on commence par un truc beaucoup moins sale. Par exemple, je sais pas, les interrupteurs, mais cheveux, visage, vêtements. Et ce qui fait le patient, c'est qu'il touche un interrupteur, cheveux, visage, vêtements, 10 fois, histoire de bien encoder le Il se neurone. rassure et après il peut passer éventuellement à des... Une fois qu'il a constaté que ça marche sur du moyen, il sera chaud pour faire du plus dur. Et par contre, il contamine toute la maison. On a 3 protocoles différents. Si les patients ont des évitements à l'extérieur, on va déjà faire sauter tous les évitements à l'extérieur, de manière progressive. Par contre, ils se déshabillent intégralement rentrant à la maison doit rester ultra propre. Et ils font tous les rituels qu'ils veulent, de lavage de mains, de douche, de lavage d'objets, mais à l'extérieur, ils doivent être intégralement contaminés. S'ils protègent leur ordinateur, leur dossier et compagnie, on ne peut pas avoir la maison et l'annexe de la maison. Ça devient un enfer. Il faut que tout l'extérieur soit contaminé. Une fois qu'ils ont bien dédramatisé l'extérieur en se rendant compte qu'une fois qu'ils sont sales, le cerveau est éteint, de 9h jusqu'à 18h, ils n'ont plus de toc, on attaque à la maison. On contamine la maison avec un truc simple, modéré ou dur. Par contre, on n'attaque pas la chambre. C'est qu'il y a tous les tocs de décontamination avant de foutre un pied dans la chambre. Et la chambre, tu n'y vas pas sauf pour dormir.
Tu fais pas des allers-retours pour utiliser l'ordinateur, tu ne fous pas les pieds dans la chambre. Donc il y a un énorme rituel de décontamination avant d'aller au lit. Ce qui fait que tes patients, bah, du coup, ils vont réutiliser les vêtements contaminés le lendemain. Tu les fous dans un sac plastique, tu les remets le lendemain. Moins de machines à laver. Et les patients, c'est toujours pareil. Moi, je leur dis souvent, quand vous allez au boulot, les boutons de l'ascenseur bien dégueulasses, c'est déjà pas mal. C'est pas aussi dégueulasse que le sol, que la semelle, qu'une poubelle, mais c'est bien dégueulasse. Cheveux, visage, vêtements. Ils te disent grosso modo qu'à part rare exception, ils ont quasiment plus d'hypervigilance et plus de lavage dans la journée. Leur cerveau s'est éteint. Ils arrivent à la maison, l'angoisse remonte. D'un seul coup, ils sont dangereux pour la maison. Qu'ils fassent une douche, qu'ils fassent de lavage de mains. La douche sera généralement beaucoup plus courte, pour une simple raison. C'est que pour que ton neurone te demande une douche longue, il faut que tu l'aies stimulé à mort. Donc que tu aies fait des évitements. Si tu fais moins d'évitements dans la rue, ton cerveau il perd de l'énergie et il ne peut pas te demander une douche énormissime le soir. Donc la douche va s'effriter toute seule. Nous, on ne la travaille pas en thérapie. Il n'y a donc aucune thérapie de prévention de la réponse dans ce modèle-là. On ne fait que de l'exposition sur les évitements, massive ou progressive selon ce que le patient veut faire, ce n'est pas un problème. Mais on ne leur demande pas de diminuer, de faire différemment, parce que de toute façon, ça va s'effondrer avec l'exposition. Après, là, question quand même d'anciens patients, parce que c'est quand même violent à entendre pour des gens qui auraient pas, ils seraient pas dedans. Tout ça, ça repose quand même. Tu fais ce travail de psychoéducation pour expliquer précisément, parce qu'il faut quand même que le malade il puisse se situer, comprendre ce qui se passe dans sa tête. Sinon, c'est panique totale, c'est noyade. N'oubliez pas que toute la psychoéducation, on le fait au premier rendez-vous. Après, on leur explique en long, en large et en travers cette idée que c'est le propre qui fait que le cerveau devient malade. Moi, j'utilise ce que j'appelle la métaphore de la bergerie. Tu es un berger, tu habites dans les montagnes et tu as une bergerie avec 300 moutons. Et autour de toi, il y a des loups partout qui vivent dans les rochers. Et à chaque fois que tu te couches le soir, les loups, ils rentrent dans l'étable, ils bouffent tes moutons. T'en as marre, t'as un fusil à pompe. Et de 23h jusqu'à 6h du matin, tu tournes avec ton fusil à pompe autour de la bergerie pour tuer les loups. Tu peux pas tuer les loups, il y en a des millions des loups. En plus, ils font des bébés. Le plus simple, débarrasse-toi de tes moutons, deviens apiculteur. Si t'as plus de moutons, les loups, ils iront ailleurs. Donc les loups ne viennent que parce qu'il y a des moutons. Si tu arrêtes les moutons, les loups peuvent même dormir dans la bergerie, on s'en fout. Le sale ne pose problème que parce que tu veux protéger le propre. Plutôt que de faire la guerre au sale, il faut éradiquer le propre. Cette notion que la chambre doit être propre, que la penderie avec les linges, les vêtements doivent être propres, que la maison doit être propre, fait que tout converge vers la maison. Il faut éradiquer la maison. Sauf que ça, tu ne peux pas demander à un patient de le faire tout de suite. Qu'il fasse déjà des exercices dans la rue où il accepte d'avoir un corps contaminé dans un environnement contaminé, ce sera plus simple. Parce qu'être propre dans la rue, c'est marcher dans un champ de mine. Une fois qu'il s'est rendu compte que la thérapie était ultra efficace et pas du tout angoissante dans la rue, il va la dupliquer dans la maison, sauf la chambre. Une fois qu'il se sera rendu compte que toute la maison, il n'y a plus de toc, on attaquera la chambre. Ce qui est presque paradoxal, c'est que finalement, tu dis qu'il faut éradiquer le propre, c'est presque un travail cognitif, mais que tu n'abordes pas par un travail cognitif classique en séance. Aucun travail cognitif, parce que c'est vraiment définitivement un truc territorial. C'est vraiment un truc très territorial. Sur un truc VIH où ils ont peur, etc., tu vas faire de la psychoéducation, rappelez-vous, par rapport aux doutes et compagnie, on est vraiment sur un fonctionnement cérébral, mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que ce que vous dites est vrai. Et à nouveau, le truc pas vu, pas pris. Si quelqu'un a touché des trucs mais que je ne l'ai pas vu, je m'en fous qu'il y ait du VIH. Excusez-moi, si le VIH est grave, même si vous n'avez pas vu, vous êtes censé être angoissé. Puis après, il passe un petit coup de lingette, genre ça tue le VIH. Ils se rendent bien compte au bout d'un moment que c'est pas cohérent. Mais la contamination totale aujourd'hui est l'exercice le plus efficace, le plus validé scientifiquement. La thérapie, tu touches avec les mains, c'est un non-sens. Ça maintient l'angoisse. Si tu dis, ah bah je touche, j'ai une main pour toucher, une main que je protège, tu t'en sors pas. Si tu te laves les mains comme ça indéfiniment pour ne pas propager les particules, bah, tu vas pas t'en sortir, tu vas faire pipi 10 fois par jour, 10 fois tu fais des lavages, parce qu'il ne faut pas contaminer la télécommande et compagnie. Ou mon père a touché la télécommande, il a contaminé cette partie du canapé, je me mets constamment à droite. Puis, trop compliqué, ça fait un damier, il y a des cases noires, des cases blanches. Si la pièce est intégralement contaminée, il n'y a plus de cases blanches, il n'y a plus de cases noires. Tu ne touches que des objets sales, les uns après les autres, avec des mains sales et un corps sale. Et tant que tu ne fous pas les pieds dans ta chambre, le toc ne s'allume pas. Il arrivera vers 22-23 heures quand tu devras aller dans ta chambre. Là, d'un seul coup, il va se rallumer. Donc, thérapie progressive ou radicale, comme les patients veulent, totale, pour pas qu'il y ait le neurone s'allume, et les patients le disent, c'est dingue, mon neurone ne s'allume pas. Et on a quand même maintenant 50 ans de recul sur la contamination totale. Je pense que le gros échec en France, c'est que justement, on ne faisait pas de la contamination totale. Et donc les patients, ils voyaient que ça ne marchait pas, ils abandonnaient. Ils ne faisaient pas de la contamination totale, donc le neurone restait allumé, et en plus on leur demandait de diminuer les lavages de mains, double punition. Ça ne marche pas. Ouais, non, et dans ce protocole-là que tu appliques,
En nombre de séances, il faut traduire en nombre de séances, parce que on dit que les TCC c'est long, ça se fait sur parfois plusieurs années. Là, dans ce modèle-là, avec un patient qui est déterminé, qui est volontaire, première séance psychoéducation, après Première séance prise de contact. Mmh. Qu'est-ce qui vous arrive, depuis combien de temps vous êtes malade et compagnie? Il faut qu'on vérifie qu'ils ne soient pas déprimés, Diagnostic. qu'ils aient un bon traitement médicamenteux, qu'ils n'aient pas une comorbidité. Après, on fait toute la psychoéducation sur le cerveau, et après, je leur explique la bergerie. Et soit on fait un exercice dans le bureau, soit ils le font à la maison, soit parfois on est en visio. J'ai des patients en visio et je dis allez-y, qu'est-ce qui est pas trop dur? Le sol de ma chambre. Ok, vous le touchez, sol, CVV, 10 fois de suite. Et après, je les vois en vidéo, ils sont en train de frotter le canapé, machin et compagnie. Et on monte au fur et à mesure. Puis à chaque fois, ils disent il se passe rien. Au niveau de l'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse. Ils sont terrorisés avant de faire l'exercice, par anticipation. Mais une fois qu'ils ont contaminé, bum, ça redescend. Si l'angoisse ne redescend pas, c'est toujours parce qu'il y a un truc qui n'a pas été lavé. Soit il y a un objet dans un coin qu'ils n'ont pas lavé et tout leur cerveau converge vers cet objet, ou alors ils ont des gens. Il y avait une petite comme ça qui m'avait fait ça. Elle avait contaminé toute la chambre, enfin elle a contaminé toute la maison, pardon, avec des produits détergents. Elle avait peur d'être aveugle avec les produits détergents. Et la mère m'envoie un mail à 20h, ma fille est en pleine crise de larmes, ça ne redescend pas. J'appelle, j'ai à la gamine, t'es angoissée? Oui. Qu'est-ce que tu te dis? Il faut que j'aille dormir dans la chambre d'amis. Je dis pourquoi? Elle me dit j'ai contaminé ma chambre, mon oreiller va me rendre aveugle, donc il faut que j'aille dormir dans la chambre d'amis. Je dis pourquoi la chambre d'amis? Elle n'est pas contaminée. Je dis bingo, elle n'est pas contaminée, voilà pourquoi ton cerveau ne redescend pas. Dépêche-toi de contaminer la chambre d'amis. Donc je l'entends au téléphone, elle est en train de s'affairer, elle contamine la chambre d'amis, puis elle me dit l'angoisse est en train de retomber. Et quand l'angoisse retombe, ton scénario, être aveugle, poum, il retombe direct. L'erreur, elle n'avait pas respecté le protocole. Elle avait tout contaminé sauf la chambre d'amis pour se laisser une bouée de sauvetage et c'était foutu. C'est pas ce qu'on avait prévu. Ce qui montre aussi à quel point le patient doit être vraiment déterminé, et comprendre ce qu'on lui demande et comprendre pourquoi il le fait. Et bien comprendre que soit on contamine tout, soit il y a des zones autorisées, des zones interdites. Il y a plein de patients, le fait d'avoir la chambre comme sanctuaire, où tu te décontamines intégralement avant d'aller dormir, fait qu'ils sont OK pour contaminer toute la maison. Ouais. Ou si on se décontamine avant de rentrer dans la maison, zéro évitement dans la rue et au travail. S'ils sont OK pour ça, ça marche, mais il faut que ce soit bien carré. Ouais. Et puis on commence avec un truc simple. Après, à nouveau, si on commence par un truc modéré et que toi, dans ton quotidien, tu touches malencontreusement un truc plus dur, tu as le droit fondamental de te laver. C'est pas l'objet qu'on avait décidé. Donc si quelqu'un, je sais pas, te bave dessus, va faire tes lavages. On n'a pas travaillé sur ça aujourd'hui. Donc c'est progressif ou radical, mais c'est une question. Tout à fait. C'est en accord et il faut que ça soit radical. Tout le corps. Sinon, ça marche pas. Les patients, parfois, ils font ça, puis l'angoisse ne redescend pas. Pourquoi? Il y a leur téléphone portable à côté. Et comme le portable, ils vont l'utiliser dans le lit, l'angoisse ne redescend pas. Dépêchez-vous de contaminer votre téléphone portable. Boum, l'angoisse redescend. Et votre téléphone, soit vous le lavez avec une lingette, soit il est interdit dans votre chambre. Il n'a rien à foutre dans votre chambre. Il restera dans le salon avec les choses contaminées. Ou si le salon est propre, il restera dans un sac poubelle avec les vêtements que vous remettrez le lendemain. Parce que de toute façon, vous allez devoir les recontaminer. Donc c'est le protocole des années 70 et pour l'instant, c'est celui qui marche le mieux. Voilà, on a fait un peu la lumière sur la contamination. On vient de parler de la TCC, du TOC de contamination. D'ailleurs, profitons-en pour dire que tout ce qu'on dit, ce n'est pas un manuel d'autothérapie. On explique les principes de la thérapie. Ce sont des informations. Voilà, et c'est pas à faire tout seul chez soi, c'est avec un thérapeute formé en qui on a confiance, comme Vincent. Maintenant, peut-être sur la TCC du TOC de vérification, tu avais l'air de dire que c'était aussi connu, maîtrisé. Ouais. Alors, déjà, on va parler de vérification et rumination, on va les mettre ensemble. On les met ensemble. La vérification, elle est visuelle. Tu vérifies plusieurs fois si la poignée de porte est fermée, tu appuies, tu vérifies le chambranle, tu regardes le four, tu regardes si ça clignote, tu regardes le bouton, tu regardes si tu n'as pas perdu un truc dans la rue, tu regardes si tu n'as pas poignardé quelqu'un, c'est visuel. Ok. La rumination, elle est fondamentalement une vérification des arguments. Tu argumentes si tu es pédophile ou pas. Tu argumentes si tu pourrais potentiellement tuer quelqu'un. Tu argumentes, tu soupèses, tu décortiques. C'est de la vérification des arguments. Cool, c'est le même TOC. On va utiliser la même technique qui est le décalage. Le décalage, c'est que tu as le droit total de faire ton rituel, mais tu dois attendre un certain laps de temps. C'est pas interdit, hein. C'est pas de la prévention de la réponse. Prévention de la réponse, tu n'as pas le droit de vérifier ta porte. Le problème, c'est que le préfrontal, qui aime le contrôle, il perd le contrôle, donc il va augmenter les symptômes. Et les patients vont être en échec thérapeutique. Là, tu as le droit fondamental de vérifier ta porte, mais tu vas descendre aux boîtes aux lettres, tu vas traîner un peu sur Facebook, et tu dis au cerveau, tout à l'heure, orgie de rituel si tu veux. Mais là, pour l'instant, on fait un break. Okay, c'est un peu trop brûlant.
Et dans 5 minutes, 10 minutes, tu regardes où est-ce que tu en es. Il y a des trucs qui auront disparu de ton cerveau, il y a des trucs que tu ne voudras plus vérifier. Il y a des trucs que tu auras envie de remonter. Et comme ton cerveau va monter et redescendre pendant les minutes, soit il sera complètement redescendu, soit il sera en début de redescente, et forcément tu feras moins de rituels. Et si je reprends ce que je disais sur le préfrontal, du coup, qui tourne, en quoi est-ce que le fait de différer le rituel le fera tourner moins vite ou le fera moins tourner? Ton cerveau, de manière générale, de toute façon, il va redescendre. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient pas ritualiser. Il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et qui savent très bien que dans des situations où ils ne peuvent pas ritualiser, à un moment leur cerveau est passé à autre chose. La prévention de la réponse, on sait qu'elle soigne, mais elle est quand même dure. On sait que le cerveau monte et redescend. Ok, c'est un gâteau qui est brûlant, tu le sors du four, tu le fous sur la table, t'attends qu'il refroidisse. Le préfrontal va toujours refroidir. Simplement, il n'aime pas perdre la maîtrise. Il est programmé pour contrôler. Tu lui dis, bah non Coco, t'as pas le droit, il n'aime pas. Il monte en puissance. Là, tu lui dis, ok, mange tes épinards, après tu pourras manger du Nutella. Le gamin va dire, ok, si tu dis non, pas de chocolat, il bugle. Si tu dis chocolat, mais d'abord épinards, il est ok. À partir du moment où tu as le droit de compulser, le cerveau est plus calme. Les patients gardent le contrôle. Ils seront plus chauds d'ailleurs pour faire des expositions aussi, si tu leur donnes le droit de faire le rituel. Mais ils feront ça dans 5 minutes, 10 minutes. Parfois c'est juste 30 secondes, parfois c'est 1 heure. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas le feu au lac. Et c'est complètement modulable selon la violence du TOC, l'humeur du jour, la situation. Par exemple, si je sais pas, quelqu'un qui dit moi je vérifie tout ce qu'il y a par terre, essaie d'aller au moins jusqu'au bout de la rue. Par exemple, les patients qui disent quand je vais faire les courses, entre chez moi et le magasin, je vérifie tout ce qu'il y a par terre. Et il me faut 45 minutes pour aller à Franprix. À Franprix, je bug sur plein de trucs dans les allées. Je ne peux pas payer mes articles tant que je n'ai pas tout vérifié. Et après, entre le Franprix et la maison, j'ai plein de vérifications. La technique du décalage. Entre la maison et Franprix, vous avez le droit de vérifier tout ce que vous voulez au retour. C'est un TOC. Vous n'oubliez pas qu'il y a le préfrontal, la sérotonine, personne n'est mort, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sida. On est quand même dans une pathologie, n'oubliez pas que vous avez un diagnostic. Vous allez à Franprix. Tout ce qui vous a dérangé à l'aller, vous le vérifierez au retour, il n'y a aucun souci. Les patients, ils arrivent au Franprix. Quand ils sortent du Franprix, dans la majorité des cas, tout ce qu'ils ont vu à l'aller, c'est mort. C'est pas qu'ils ont fait l'effort, c'est que ça s'est arrêté. Ils vont avoir plein de trucs entre le Franprix et la maison, le retour. Moi, je leur dis, rentrez à la maison, mettez vos affaires dans les placards, et dans 1 demi-heure, 45 minutes, si ça continue à tourner, promis juré, vous ressortez. Dans la majorité des cas, ils ne ressortent pas. L'objet, il est là, il t'attend, il n'est pas parti. Tu feras demi-tour. J'ai peur de poignarder les gens. Faites la rue entière, et quand vous arrivez au bout de la rue, vous vous posez, vous respirez un petit peu, vous regardez votre téléphone, et s'il y a des trucs qui turbinent encore, vous faites demi-tour pour retourner là où soi-disant vous avez poignardé quelqu'un. Le décalage, il est génial pour ça. Par exemple, il y a beaucoup de patients pharmaciens, ils délivrent les médicaments, ils regardent l'ordonnance 3-4 fois. Ils vont dans les tiroirs, ils regardent les médicaments. Ordonnance, médicament, ordonnance, médicament, ordonnance, médicament. Ordinateur, ordonnance, médicament, ordinateur, machin, sachet, c'est un enfer. Pourquoi? Parce qu'après le client s'en va et ils ne pourront plus vérifier. Oui, sauf que vous avez un TOC. Déjà, n'oubliez pas que c'est entre vous et vos neurones. Une fois que le client s'est barré, on s'en fout. Vous avez un TOC. Vous vérifierez l'ordonnance qui est dans la ramette. Vous vérifierez toutes vos ordonnances dans 1 heure. Vous bossez de 9 h jusqu'à midi. Toutes les ordonnances, si vous êtes capable, seront vérifiées intégralement à midi. Oui, mais mon souvenir va devenir flou. Tant mieux si votre souvenir devient flou, c'est que le préfrontal est en redescente. C'est tout bénef pour vous. Ouais, mais comment je vais pouvoir me rappeler? Votre cerveau est en redescente, c'est parfait, vous aurez moins d'obsession. À midi, vous ne reprendrez que les ordonnances qui restent obsédantes. Dans la majorité des cas, ils reprennent rien. Il n'y en a plus, oui, il y en a quasiment plus. C'est rarissime que les patients fassent demi-tour. En début de thérapie, ils ont besoin de faire demi-tour parce qu'on a un cerveau qui est très malade. Quand tu fais du décalage, tu fais moins de rituels. Quand tu fais moins de rituels, ton préfrontal, tes ganglions de la base, ils commencent à redescendre. Ils envoient de moins en moins d'obsessions. Donc il y a une rarification. Le nombre d'obsessions par jour, la fréquence diminue, la violence diminue, la durée avant extinction diminue, et c'est hyper ergonomique. Tu as le droit de faire tous les rituels que tu veux. Les patients qui sont obsédés par la pédophilie, l'homosexualité, tout ce que tu veux, à chaque fois qu'ils ont une intrusion, ils ruminent, ils vont dans Internet, ils ressassent. Excusez-moi, vous n'êtes pas à 10 minutes près. Est-ce qu'on peut le faire, je ne sais pas, toutes les heures? Est-ce qu'on peut faire à midi et à 20 h? Histoire de mettre tout dans la boîte et dire, voilà, je vais gérer tous les dossiers en même temps. Mais pas 50 fois enchaîné. Ça n'a aucun sens. Quand les patients décalent, ils disent « Ah là là, le soir, ça prend pas 4 heures, ça prend 1 demi-heure. » Au total, tu passes de 6 heures de rumination à peut-être 2 fois 1 heure. Et tu as dit à ton cerveau, promis juré, le dossier, il est là. Ouais. Il sera traité, sans aucun souci. Mais le cerveau, il est content. Et c'est ça qui fait qu'il redescend, que ton préfrontal se calme un peu. Et de sorte que quand tu arrives 20 h, finalement, il se rend compte que que soit il n'a plus envie. C'est qu'en fait, le truc, angoissé. Même l'obsession, elle a diminué, ou le doute s'est effondré. Les gens disent, c'est complètement con. Ils ne sentent pas le besoin de vérifier. Et s'ils ont besoin, ils le font, mais c'est toujours beaucoup plus court.
Ça, c'est super important. Et c'est quand même une thérapie beaucoup plus facile à mettre en place que la prévention de la réponse. Alors, il y a des gens, des thérapeutes qui diront, oui, mais excusez-moi, si vous ritualisez au final, vous maintenez la maladie. Ben non. Parce qu'entre 6 heures de rituel et 2 fois une demi-heure, il y a une très grosse différence. Et les protocoles qui ont été menés depuis quelques années montrent que les patients qui décalent vont guérir aussi bien et de manière plus confortable que les patients. Et on aura moins de patients qui vont abandonner la thérapie que ceux qui font la prévention de la réponse. Tout à fait. Et là, la vérification et la rumination, elle est majoritairement construite sur ça. Parfois, il y a des évitements. Hein. Je laisse la porte à mon mari, ça, je m'en occupe pas. Oui, il faut bosser aussi sur les évitements. Si tu ne travailles pas sur les évitements, tu maintiens le neurone actif. Mais ce n'est pas fondamentalement l'exposition qui va soigner ces patients-là. C'est avant tout le décalage. Ouais, d'accord. Alors, nous poursuivons avec l'explication des différentes TCC, des sous-catégories de TOC. On a parlé contamination, on a parlé vérification et rumination. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'annulation de pensée, des répétitions d'action et des symétries. Alors, je ne sais pas si tu veux les traiter dans l'ordre, si ça se traite de la même manière. Je te laisse développer. D'abord, on a l'annulation de pensée. Tu peux parfois avoir une annulation de pensée brute, qui est avoir une pensée qui se répète, ma mère va mourir, ou voir une image, voir quelqu'un passer sous un camion. La majorité des patients annulent l'image. Ils la repoussent ou ils la remplacent par une pensée positive ou une prière. Ce qu'on va faire dans la thérapie, s'il n'y a que ça et rien d'autre, c'est leur demander de pas ritualiser tout de suite. Ils ont le droit de ritualiser, mais ce serait bien qu'entre le moment où la pensée intrusive arrive et le moment où ils ritualisent, qu'ils acceptent de laisser flotter l'image 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et on va étirer au fur et à mesure des semaines de thérapie. Comme ça fait une exposition. Ça leur permet de se rendre compte soit que l'image descend, voire meurt toute seule et qu'ils n'ont pas besoin de ritualiser, ou que l'image descend, et que le rituel, ils le font s'ils ont envie, mais il sera moins long, il sera plus rapide, tu vois. Et même si on décale que de 30 secondes, ça peut laisser le temps à l'image de... Tu sais, il y a des images, en fait, dans ta hiérarchie d'exposition, il y a des patients qui te diront qu'il y a des images horribles, ultra intenses, et des images un peu modérées. Puis après, ils ont pris l'habitude de tout annuler. Bah, s'il y a des images modérées qui meurent en 30 secondes, minutes, c'est super. Après, souvent, non, tu n'obtiendras rien en 30 secondes. Ça va permettre simplement de se rendre compte qu'ils sont capables. Si tu leur demandes déjà 1 à 2 minutes, ils ne feront pas l'exercice. Donc là, c'est vraiment, on décale le rituel pour faire une exposition. Dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Si l'obsession meurt toute seule, très bien, ils ne font pas le rituel. Si l'obsession s'est un peu calmée ou qu'elle ne s'est pas calmée du tout, ils font leur rituel. Ça, c'est le début de la thérapie. Après, moi, ce que j'aime bien dans un second temps, quand on a bien écrémé, que le tox a bien diminué, qu'on a peut-être, je sais pas, 50% d'évolution, c'est leur demander, par contre, de maintenir l'image. Ils ferment les yeux, ils maintiennent l'image, ou ils répètent la phrase horrible. Là, tu es sur de l'exposition pure et dure. Ce qui est un peu compliqué en début de thérapie. Parfois l'image, elle est trop violente, le patient ne sera pas d'accord. Imagine, c'est des images pédophiles. L'exposition, elle est compliquée. Donc, dans un premier temps, on laisse couler et on a le droit de faire un rituel. On laisse couler de plus en plus longtemps, ce qui fait une exposition. Et dans un second temps, exposition volontaire. On maintient l'image exprès. On répète la phrase horrible. Je sais pas, 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'est trop dur, ils font leur rituel à la fin. Puis à force, ou d'un moment, ils sortiront besoin de ne plus faire le rituel. Ça, c'est pour l'annulation de pensée pure et dure. Alors, je comprends pas en quoi le fait de répéter la phrase 20 fois fait que tu fais de l'exposition. Ouais, tu fais l'exposition. Et en fait, au bout d'un moment, à force de la dire... Il y a une habituation. Le neurone s'habitue et en fait, ça s'effondre. Et tu fais pas le rituel. Ah bah non, les patients d'un moment te diront qu'ils n'ont plus envie de faire le rituel. C'est que l'angoisse s'est effondrée, ça les intéresse plus. Par la répétition ou le maintien, l'invocation de l'image problématique en elle-même. Tu es dans l'exposition. Et ça, c'est uniquement si c'est annulation de pensée pure. Ouais. Après, tu as des patients qui vont complexifier un peu la chose, c'est qu'ils vont répéter l'action. Alors là, par exemple, je prends ça, mon cerveau me dit, ta mère va crever. Je repose le livre, je le reprends. Et je vais le refaire autant de fois qu'il le faut. Soit pour chasser l'image, soit pour moi implanter une pensée, non, je ne le veux pas. Et puis, il faut bien que le non, je ne le veux pas, je l'ai bien prononcé, qu'il n'y ait pas eu de parasitage, et tu refais l'action. Là, ce qui va primer, c'est la perfection de la pensée positive. On va leur demander de remplacer la pensée positive par l'image de départ, l'intrusion. Non, je veux que ma mère crève, et tu refais l'action, parce que là, ce qui prime, c'est pas vraiment le geste, c'est la pensée. Le geste, il est très secondaire. Il y a des patients qui te diront, non, mais le geste, il doit être fait d'une certaine façon, ça doit être la même main, c'est les doigts posés au même endroit. Tu dis, ok, c'est la pensée positive qui prime ou c'est le geste ? C'est un petit peu tout. Ok, vous allez prendre le livre différemment avec une autre main et vous allez répéter la phrase négative. Parce que si tu prends le livre mal, mais tu dis la phrase positive, tu n'as pas une exposition totale. Là, il faut prendre le livre de la main gauche en appuyant les doigts
au milieu et en disant la phrase positive. Tu vas prendre le livre de la main droite en appuyant à un autre endroit et en répétant la phrase négative. C'est hyper important. Là, ce qui prime, c'est pas l'évitement de la pensée, c'est le protocole. Là, tu peux pas faire du laisser-couler ou du décalage, tu vois. Et il y a plein de choses comme retenir sa respiration, se mettre en apnée, remettre le corps d'une certaine façon. Tant que tu n'as pas compris les gestes qui devaient être parfaits et dans quel sens ils sont parfaits, tu ne pourras pas faire ton protocole. Et on a des patients, ils ont tout repéré, puis ça marche pas. Puis après, tu dis, il n'y a pas un truc qu'on a oublié? Ah oui, je fais aussi tel truc. Ah, on l'a oublié. Et ça, tant qu'on ne leur a pas inversé, ça ne marche pas. Donc il y a des patients, ils ont un geste, d'autres, ils ont 4, 5, 6 ou 7 variables à l'intérieur du geste. On doit tout inverser. C'est assez proche dans l'approche de ce qu'on a dit sur la contamination. Tout à fait. Ça se recoupe, c'est l'idée d'une contamination totale, c'est pas juste le geste, c'est tout d'un coup. C'est de la provoque, c'est de la provoque. On a une autre technique qui s'appelle le sabotage, et si par exemple tu n'as pas pu faire autrement, tu as fait ton rituel, tu as la possibilité de le casser en enchaînant sur un exercice de provoque. Par exemple, j'ai pris mon livre, j'ai dit non, je ne le veux pas, ah merde, je veux que ma mère crève, je veux que ma mère crève. Tu as fait ton rituel, tu peux repasser 10 secondes après pour un peu tirer la queue du diable. Ça, c'est pour les tocs d'annulation de pensée avec répétition d'action. Il faut faire attention. Est-ce que c'est un geste? Est-ce que c'est bloquer la phrase négative? Est-ce que c'est la perfection de la phrase positive? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est les doigts? Est-ce que c'est la respiration? Il faut repérer toutes les variables que le patient met. Parfois, il y en a qui barrent des images, qui les font s'effondrer, qui les relancent, qui bloquent machin dans un endroit à droite de leur tête. Tout ça, il faut qu'on soit au courant, sinon on ne pourra pas l'inverser. Bien sûr. Et la répétition d'action pure, moi je ne connais pas beaucoup de patients faisant de la répétition d'action sans avoir une intrusion. Si tu as de la répétition d'action comme ça, ou des touchages, des trucs, même quand ça compte tout seul dans ta tête, on est majoritairement plus sur des pathologies de la dopamine. Tu vois, c'est des patients qui ne vont pas être améliorés par antidépresseurs. Parfois, leurs doigts font des machins, ils ne se rendent pas compte. Ou ils rentrent dans une pièce. Je me rappelle d'un patient, quand il rentrait dans une pièce, son cerveau comptait les lames des rideaux. Quand il prend les escaliers, son cerveau compte tout seul. Donc c'est pas lui qui compte pour annuler une intrusion. C'est pas je monte les escaliers, ta mère va mourir, je dois compter les marches. Non, ça compte tout seul dans sa tête. Et ça, c'est majoritairement les pathologies de la dopamine, qui n'ont rien à faire dans les TOC. Donc comptage pur, répétition d'action pure, c'est un peu étrange. Sauf si le patient te dit j'ai attrapé le truc et je l'ai mal attrapé. Ok, là il n'y a pas d'annulation de pensée, c'est juste que c'est pas nickel chrome. Ça fait penser au just right qu'on a dans le Gilles de la Tourette. Bah là, si ton patient il peut esquiver les neuroleptiques, c'est cool, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire exprès de prendre mal. Là, en effet, on aurait de la répétition d'action sans intrusion. C'est relativement rare. Bah, si je dois le prendre comme ça, je vais le prendre comme ça. Et puis peut-être que je vais le prendre avec 2 autres doigts. Et à chaque fois, tu vas changer perpétuellement. Le cerveau est capable le lendemain de te dire, ok, maintenant l'exercice, il doit être fait comme ça. C'est-à-dire que ta provocation devient le nouveau rituel. Tu dois à nouveau inverser. Prendre le stylo au milieu. Tu vas le prendre sur la partie gauche. Là, souvent, il n'y a pas d'intrusion chez ces patients-là. Si la provoque fonctionne, tant mieux. Si ça ne marche pas, il faudra réfléchir aux neuroleptiques atypiques parce qu'ils ont quand même un pied dans une forme de Gilles de la Tourette avec ce just right qui ne serait pas que dans le TOC ou carrément pas dans le TOC. Du coup, on en définit la thérapie de la symétrie. La thérapie de la symétrie, on a le premier protocole qui est vous avez le droit totalement de ritualiser tout ce que vous voulez, mais entre le moment où vous repérez l'objet pas droit et le moment où vous allez vous jeter dessus, essayez d'attendre 1 minute. Essayez d'attendre 2 minutes. Soit ça va redescendre, et c'est très bien, soit ça ne va pas redescendre, vous aurez appris à votre cerveau que vous n'êtes pas un chien, on n'est pas en train de vous siffler, vous faites un peu poireauter votre toc. Et dans un second temps, une fois qu'on a un peu écrémé, parce que le rituel sera forcément plus court quand tu fais du décalage, on mettra tout de traviole. On met tout de traviole. Et on va travailler sur l'évitement qui est, ah ben moi je touche jamais la télécommande, ou je touche pas les coussins, ou je demande aux enfants de ne pas tripatouiller tel endroit parce que j'ai pas envie après de faire des rituels de rangement. On doit casser tous ces évitements-là. Et à chaque fois, tu reviens et tu fous en travers, tu fous en travers, tu fous en travers. 10 fois, 15 fois, 20 fois. Avec le droit total de faire un rituel à la fin, si ton exercice n'a pas terminé. Ça fait 20 fois que tu mets les coussins pas droits, ça reste dans ta tête, termine par ton rituel. Il n'y a pas un seul exercice où le rituel n'est pas interdit. Qu'ils fassent les rituels s'ils ont envie, mais qu'ils fassent de l'exposition. Ouais, d'accord. Okay, et souvent, pareil, comme avec certains patients, la symétrie, elle a un pied aussi avec toutes les pathologies dopaminergiques Tourette. Si le patient ne réussit pas et qu'il y a un côté très volcanique dans son corps, c'est pas la peine de l'embêter avec la thérapie de provocation, c'est plus simple de lui demander de prendre des neuroleptiques atypiques. Dans toutes les sous-catégories dont on a parlé, il y a quand même dans l'idée de décalage, ça peut être inconfortable. Est-ce que tu conseilles toujours de revenir à la psychoéducation? C'est-à-dire que quand voilà, il y a une angoisse parce que la personne elle a envie quand même, surtout dans les premières secondes, les premières minutes, est-ce que tu les encourages toujours à se rappeler
qu'ils ont un TOC? Est-ce que Ouais. c'est qu'un TOC? Est-ce que ça Alors, permet sur la de... symétrie, tu n'auras pas trop ce problème parce qu'il n'y a pas de scénario. Ouais. Sur l'annulation de pensée, le fait que tu peux envoyer en enfer quelqu'un, il y a des patients qui savent très bien que c'est de la connerie, surtout s'ils ont changé de thème. Avant, c'était leur père, et après, c'est devenu leur mère. Leur père, ils ont oublié, puis après, c'est passé sur quelqu'un à l'école, et leur père, ils n'en avaient plus rien à faire, puis c'est passé sur une autre malédiction et plus une autre. Ils se disent, c'est bizarre, je change de personne, je change de type de malédiction. C'est quand même un petit peu étrange. Là, ils ont un certain recul. On revient sur la psychoéducation, ils arrivent à faire des exercices. Les patients, par contre, qui ont zéro recul, très honnêtement, souvent, tant que tu n'as pas transformé le traitement médicamenteux, tu ne pourras rien faire avec eux. Soit parce qu'ils ne feront pas l'exercice, soit parce qu'ils le feront, et malheureusement, l'exercice ne va pas les calmer. L'obsession va continuer à mouliner. Et ça, souvent, c'est des patients qui ont, en plus de la sérotonine, la dopamine qui ne marche Ouais. pas correctement. Ce qui est assez typique. Et là, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'on a fini sur les sous-catégories? Je pense, ouais. Eh ben, je te propose de passer à un autre thème qui est peut-être même une de tes spécialités. Comme on l'a dit tout à l'heure, toi tu vois plutôt des gens qui ont des TOC, enfin pas légers ni modérés, les TOC résistants, les cas difficiles. En général, pourquoi ça n'a pas marché avant? Qu'est-ce qu'ils ont essayé avant de venir te voir? Et qu'est-ce que tu arrives à en faire? Ouais. Alors, le gros classique, le traitement médicamenteux est trop faible. Ils ont des doses trop faibles d'antidépresseurs. Donc, parce qu'ils sont frileux au niveau des médicaments, parce qu'ils ont un médecin qui n'a pas voulu les charger, et en fait, on n'a pas les doses qui sont recommandées dans la littérature scientifique. Ça, c'est le premier cas. Sachant que la dose d'antidépresseur pour la dépression, c'est pas la dose d'antidépresseur pour les TOC. Si on te donne une gélule pour la dépression, il en faut deux pour les TOC. Donc, il faut accepter parfois d'augmenter l'antidépresseur. Petit 2, parfois, c'est la dopamine qui pose problème. Donc, tant qu'on n'aura pas mis un neuroleptique atypique, on ne pourra pas aider le patient sur la puissance de ses TOC et sur sa capacité à faire la thérapie. Petit 3, il y a tous les problèmes de troubles bipolaires, notamment la cyclothymie, qui est complètement oubliée. Et tant que ton patient n'aura pas un traitement spécifique de la cyclothymie, ça ne sert à rien parce que ton cerveau, il est en surcharge, il est en hyper intense, et la cyclothymie se fout sous le TOC, et elle le booste. Donc ça ne pourra pas évoluer. Oublié parce que pas diagnostiqué. Parce que pas diagnostiqué, parce qu'en fait, un certain pourcentage de psychiatres et de psychologues c'est pas soit ils savent pas que la cyclothymie existe, soit simplement ils estiment que ça n'existe pas. Pourtant, c'est dans le DSM, c'est dans la CIM, c'est une pathologie qui est reconnue, mais pour eux, tant que c'est pas une dépression massive et une phase maniaque délirante, c'est pas bipolaire. La cyclothymie, c'est pas une invention. Elle existe, elle est dans le DSM. Il faut donc respecter ce diagnostic. Après, il y en a qui disent, oui, je vois pas pourquoi la cyclothymie serait avec le TOC. Tu peux être diabétique et en même temps avoir une phlébite et en même temps être myope. Enfin, un diagnostic n'exclut pas l'autre. Pour l'instant, les études montrent que les cas résistants peuvent en effet avoir un pied dans le trouble bipolaire. Il faut chercher la cyclothymie. Dès que tu modifies les traitements médicamenteux, ça peut aller. On a le problème des évitements. Des patients qui ont fait une thérapie où le thérapeute a beaucoup misé sur la prévention de la réponse au détriment de l'exposition, ou alors a oublié de cataloguer tous les évitements, et c'est le pilier évitement qui provoque que la maladie ne saute pas. Donc on diminue le lavage de main, on essaie de toucher 2-3 trucs, et à côté, tu as une ribambelle d'évitements qui stimule le cerveau, et tu ne peux pas reprogrammer le cerveau. Donc faire super attention aux évitements. Un autre point important, c'est des conneries comme les apnées du sommeil, qui fait un état dépressif et qui fait que les antidépresseurs ne marchent pas, la thyroïde, qui provoque que ça ne marche pas, les patientes qui ont les cycles où elles ont un fond de TOC et ça flambe juste avant les règles et après ça redescend, quelqu'un qui te dit que ça flambe tous les mois, il faut se méfier. Il y a peut-être un problème en effet hormonal qui va décupler les TOC et les gens disent, clairement c'est multiplié par 10, ça me prend toute la tête, je suis beaucoup plus déprimé, impulsif, suicidaire. Donc les cycles hormonaux chez les femmes, il faut faire attention. Tous les TOC qui apparaissent pendant la grossesse ou à l'accouchement, ils sont majoritairement hormonaux. C'est très difficile de faire une thérapie avec une femme qui est enceinte ou qui a accouché parce que tu ne peux pas lutter contre les hormones. Et quand elle accouche et qu'elle se tape une dépression postpartum, tu peux toujours courir. Tu n'arriveras pas à faire de thérapie. Et là, ça va dans tous les sens. Il faut d'abord soigner la dépression postpartum. Un autre truc qui est important, c'est le rôle de la famille. Surtout dans les TOC de contamination, de vérification. J'ai pas envie de me taper 45 minutes de vérification, donc c'est mon mari qui vérifie tout. Tant que le mari ne sera pas retiré, on ne pourra pas évoluer. Mais il faut que le patient soit d'accord pour que le mari ne fasse plus de vérification. Ou qu'il accepte dans un temps, on fait un contrat comportemental, ça et ça tu continues à m'aider, ça par contre ça tu ne dois plus m'aider. On en parlera de façon plus détaillée, ça mériterait une autre... Surtout pour la contamination, il faut qu'on fasse une vidéo pétante sur ça. La contamination c'est un enfer avec les enfants, les conjoints et tout. Tout le monde doit se laver les mains, on n'invite pas des gens, on lave tout. Tu rentres pas dans la chambre tant que tu t'es pas douché. Tant qu'il y a un membre de la famille qui participe au TOC de lavage, finalement c'est pas le patient qui fait des rituels, c'est la famille. Donc si toute la famille participe au TOC, tu ne peux pas guérir. Et souvent,
Quand tu investigues un peu les vérifications, les réassurances au téléphone, l'utilisation d'Internet et l'histoire des rituels avec la famille, c'est un gros facteur explicatif des TOC résistants. Dernière question sur le rôle de la famille. Est-ce que toi, tu conseilles à l'entourage d'assister à des séances? Pas forcément à toutes, mais est-ce que l'entourage, la famille, notamment les personnes qui vivent avec le ou la malade, assistent à des séances de TCC avec le thérapeute? Alors, quand c'est les enfants et les adolescents, les parents sont toujours dans la pièce. Moi, j'aime bien que les parents restent. On lit la psychoéducation ensemble. Les parents sont au courant des exercices. Si l'enfant a des choses à part à me dire, on fait sortir les parents. Mais je veux que les parents soient co-thérapeutes parce que c'est eux qui vont devoir checker. Non pas pour fliquer le gamin, parce qu'ils ne sont pas censés demander au gamin est-ce que tu as fait correctement tes exercices. Mais il faut que les parents me disent, parce que souvent les adolescents ne disent pas tout. Tu vois, entre ce que l'adolescent te dit et la vérité, il y a toujours une très grosse différence. Parce qu'il ne faut pas que les parents interfèrent avec la thérapie. Il faut qu'on soit tous raccords. S'il voit le gamin en train de faire des rituels, plutôt que de l'engueuler, il faut qu'il se rappelle que le gamin a le droit de faire des rituels s'il a fait son exposition. Sauf que l'exposition, parfois, les parents ne vont pas le voir. Donc il faut qu'il soit au courant pour être co-thérapeute. Sur les tocs de vérification, parfois les patients ne te disent pas qu'ils appellent 3 ou 4 personnes tous les jours pour faire des vérifications. Évidemment, tu dis, il va peut-être falloir qu'on fasse une visio tous ensemble. Il faut que vous soyez d'accord pour que vos parents vous disent, niet, tu peux toujours mourir, je ne te répondrai pas. Et que le patient s'engage, on va pas le faire signer non plus, mais on peut le faire signer à l'américaine un papier, où il doit s'engager à dire aux parents, si je vous téléphone, vous avez le droit de m'envoyer balader. Ou vous devez me dire, est-ce que tu as fait ton décalage de 15 minutes? On te rappelle dans 15 minutes. Et c'est le contrat, quoi. Ah oui, parce que si la famille n'est pas au courant de la thérapie et que le patient ne te dit pas qu'il met des gens dans le truc, on va pas s'en sortir. C'est très compliqué. Ça mériterait qu'on fasse. Et alors, du coup, l'autre question, c'est tu récupères ces patients qui, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, sont en échec. Qu'est-ce que tu en fais? Tu reprends catégorie, sous-catégorie par sous-catégorie. On commence déjà par reprendre tout le parcours des patients pour voir déjà si c'est vraiment du TOC et pas d'autres formes qu'on a vues. Impératif de voir s'il n'y a pas des troubles de l'humeur derrière. Impératif de voir s'il n'y a pas un problème de thyroïde. Impératif de voir si on a bien testé différents types de médicaments. Et des médicaments qui sont considérés comme efficaces dans le TOC. Vérifier s'ils ont bien fait une TCC correctement et pas ils ont fait que du cognitif. Parce que souvent ils n'ont pas fait vraiment un truc. Et on commence par la psychoéducation. Et après on travaille sur le doute. Une vidéo qu'on fera ensemble. Parce que tant que tu n'as pas compris que le doute était un symptôme, il y a tout qui va patiner. Et est-ce que ça t'arrive, justement pour refaire parce que tu dis il faut quand même vérifier qu'on parle d'un TOC, de renvoyer, de demander l'avis à des psychiatres ou à d'autres aux personnes qui ont suivi ces patients pour t'assurer que voilà, tu pars du bon point et que le diagnostic finalement est bon et fiable? Dans ma pratique, ici au cabinet, on fonctionne à 3. Il y a ma collègue qui fait tous les entretiens d'anamnèse, qui sont très longs, qui prennent 1h30, 2 heures avec une ribambelle de questionnaires parce qu'on veut rien rater. Ouais. Après, le patient passe dans les mains du psychiatre, qui vérifie toutes les ordonnances, qui vérifie si c'est pertinent, qui demande des analyses de sang si besoin, et qui va mettre en place des molécules où on tape chez certains patients sur sérotonine, dopamine. On travaille aussi sur des thymorégulateurs parce qu'il y a plein de neurotransmetteurs qui convergent. Et après, moi, j'arrive dans un 3e temps pour la thérapie. Après, il y a des patients qui veulent me voir directement. Je leur dis, ok, soit on travaille avec le médicament que vous avez, ou sans médicament, mais désolé, si on patine, il faudra au bout d'un moment qu'on fasse un bilan complet et qu'on voit le psychiatre, sinon on ne va pas s'en sortir. Ouais, mais un cas résistant, par définition, s'il est passé entre les mailles du filet, c'est qu'il y a un problème. Parce que le TOC, il est très caricatural. Il n'est pas censé subitement sortir de sa définition DSM, tu vois. Un autre critère de cas résistant, et ça on le sait depuis les années 80, c'est la dépression. À partir du moment où tu es trop déprimé, en fait le neurone n'avale pas la thérapie. Donc petit 1, le TOC il flambe, c'est encore plus d'obsession, tu n'as pas de ressources pour lutter contre ton TOC, donc tu fais encore plus de rituels, et la thérapie n'est pas faisable. Donc le TOC il gonfle, tes ressources diminuent, c'est impossible. Tu mets en place une thérapie, le neurone n'avale pas l'information. Donc c'est mort. Donc c'est pas la peine. Les patients qui sont sous anxiolytiques, ou l'anxiolytique bloque l'intégration de la thérapie. Donc il faut se méfier de la dépression, il faut se méfier des dépressions bipolaires, il faut se méfier des apnées du sommeil, il faut se méfier des problèmes de thyroïde. Et l'autre point, c'est ce qu'on avait évoqué dans une autre vidéo, c'est les pensées fixes. On a beaucoup de patients qui sont en échec thérapeutique, qui parfois été hospitalisés, ont eu plein de médicaments, parce qu'ils ont cette pensée fixe qui les obnubile, et qui ne rentre pas dans la catégorie des TOC. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va le classer. J'aimerais vraiment un jour qu'on fasse une table ronde, qu'on se demande pourquoi ça réagit. Pourquoi il y a des patients qui sont miraculés sous lithium, à faible dose? Pourquoi il y a des patients qui sont miraculés avec des traitements neuroleptiques, à faible dose? Et pourquoi on met ça dans les TOC alors que ça n'est pas un TOC? Et si ce n'est pas un TOC, c'est quoi? C'est quoi? C'est juste une excitation du cerveau pure, qui serait en dehors de tout diagnostic DSM, tu vois. Et ça, je trouve qu'on en a quand même de plus en plus.
omnubilé sur la respiration, sur tes yeux, sur tes propres clignements d'yeux, sur des patients comme ça qui disent j'observe toute la journée ma respiration. Alors oui, ils sont obsédés, ils sont angoissés parce que ça les omnubile, mais il n'y a pas de scénario catastrophe, ils n'ont pas de rituel. Ah bah ils vérifient, non c'est pas eux qui vérifient, ça vérifie. Et tous les patients qui ont des TOC intermittents, où ils ont des crises, ça disparaît, ils ont des crises, ça disparaît. Et là, clairement, il faut aller vérifier l'hypothèse de trouble bipolaire. Sinon, on rate vraiment le truc. Et le but, c'est toujours de rembobiner, de tout reprendre depuis le début, tabula rasa. Tu reprends tout, parce que peut-être que tu t'es planté quelque part. Que tu as oublié quelque chose. Et tous les patients qui ont été étiquetés potentiellement schizophrènes parce qu'ils avaient des intrusions violentes. Pour l'instant, on n'a pas de preuve que c'est schizophrène, c'était tout simplement un TOC. Ah, en tout cas, toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure montre quand même, s'il fallait le démontrer, que c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement, que ça nécessite des réglages fins, et que heureusement, il y a quand même des gens qui sont formés et qui savent faire, et t'en fais partie. Et merci beaucoup pour ce point. Et j'ai un point à rajouter sur les enfants, ouais. sur les enfants et adolescents. Les parents souvent ne veulent pas que l'enfant soit mis sous médicaments. Les médicaments ne sont pas là pour tuer les enfants. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie qu'un gamin soit chargé comme une mule. Sauf que si on ne donne pas de médicaments à l'enfant, on le fout en échec. Et moi, je me lève pas le matin en me disant « Youpi, j'ai envie que les gens prennent des médicaments ». On réfléchit, si la thérapie est faisable sans médicaments, c'est cool. Ne mettons pas l'enfant en échec. Où le TOC va être surpuissant, où le cerveau va pas enregistrer, et nous, derrière, on est complètement démunis. Donc le gamin, il a raté pendant 3-4 séances, il ne voudra plus jamais refoutre les pieds en thérapie. Donc, je comprends ce que disent les parents, sauf que si c'est pour que ça se retourne contre la capacité du gamin, c'est la pire idée. Il faut sortir de cette idée que les médecins adorent catapulter des médicaments. Ouais. Et peut-être lutter contre ce préjugé, enfin, qui consisterait à dire que prendre un antidépresseur est un échec. Ou Bien sûr, puis surtout que l'antidépresseur, il ne fait pas le travail à la place de la personne. Rappelle-toi, on a parlé du préfrontal, de la sérotonine qui verrouille et des ganglions de la base. Donne un médicament pour calmer la violence du TOC, ça ne reprogramme pas les ganglions de la base. Donc oui, mais le médicament va faire le travail à ma place, c'est pas vrai. Ouais. Vous allez de toute façon devoir taffer pour réencoder les ganglions de la base. Maintenant, désolé, c'est quand même plus simple de travailler sur une jambe qui n'est pas cassée. C'est quand même plus simple de lire un texte avec tes lunettes. C'est pas la peine, on n'est pas là pour faire le chemin de croix de Jésus, on est là pour faire une thérapie confortable. Donc le médicament, il est là pour simplifier la vie, rendre la thérapie faisable, mais non, désolé, un médicament n'a jamais dédouané qui que ce soit de faire la thérapie. Et les patients qui ont été miraculés sous traitement, et quand ils l'arrêtent, ils rechutent, souvent c'est des patients, tu ne peux pas faire de thérapie. Parce qu'en fait, ça va glisser dessus. En fait, leur cerveau, il a fondamentalement besoin de médicaments. Tu baisses le médicament, personne n'a dit que le morceau, on pourra le travailler en thérapie. C'est pareil, parfois ça ne fonctionne pas. C'est intéressant, ça permet vraiment de déstigmatiser l'antidépresseur, parce que beaucoup de gens, voilà, par principe, parfois par orgueil, et d'ailleurs j'en ai fait partie d'ailleurs, refusent catégoriquement l'antidépresseur, alors que là on l'a montré presque d'un point de vue biologique, quel était l'intérêt. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, on va continuer plus tard cette série de vidéos, mais là on a fait un bon état des lieux sur la TCC, les différentes sous-catégories. Donc, merci Vincent.